On va vous faire une présentation sur Antidoc. Donc, je m'appelle Pierre Marief. C'est le premier luge que je fais à Grenoble. J'en ai fait un à Bordeaux. C'était le premier. Vous l'entendrez peut-être à mon accent, je viens de Toulouse. Donc, excusez-moi si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est un peu normal. Voilà. 3Y, c'est bon. Et du coup, je fais la présentation avec Olivier, que vous connaissez probablement pour le coup. Voilà. Olivier Jourdan, pour ceux qui ne connaissent pas, et développeur depuis quelques années. Ne sois pas modeste. Donc, Antidoc. Déjà, première chose, on avait peut-être dit plus de présentation sur Antidoc. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant de l'anecdote, mais Olivier a promis qu'il ne ferait plus de présentation sur la génération de documents et sur Antidoc. Je tiens à assumer l'entière responsabilité de cette présentation. C'est ma faute. C'est pas Olivier qui présente, donc c'est vrai. C'est pas lui qui présente, mais il va m'aider. Donc c'est bon. Donc le concept, c'est j'ai travaillé sur un outil basé sur Antidoc pour générer de la documentation pour testants. Et étant donné que c'est basé sur Antidoc, j'avais besoin de présenter Antidoc en intro. Donc j'ai demandé à Olivier de le faire. C'est pour ça qu'il va présenter tout ça. Et j'en profite pour te remercier de cette invitation. J'en profite pour te remercier de cette invitation et de faire l'introduction de ta partie. Alors, bon, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'était en anglais, voilà, j'étais peut-être pas, si c'était en anglais, enfin, en anglais avec l'accent français, hein, mais c'était en anglais que j'avais dit j'arrête avec les présentations orientées documentation. Et je pouvais pas dire non à ton invitation. Je suis quand même allé sur la chaîne YouTube de Luge, que vous connaissez tous, j'espère, hein, il y a toutes les présentations. Et la dernière présentation que j'ai faite à propos d'Antidoc, elle date de 5 ans. Donc je me dis qu'il y a prescription. Merci. On a oublié. Voilà, alors, qui connaît Antidoc? Pas tout le monde, donc il était temps d'en faire une nouvelle. Antidoc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un projet open source que j'ai développé, que je développe, que je maintiens à Voalab, qui est actuellement en version LabVIEW 2020. Il est open source, vous pouvez accéder au code, mais la plupart des gens qui utilisent Antidoc l'installent via VIPM. Tout le monde connaît VIPM, a déjà utilisé. Okay. Et cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la génération documentation en automatique. Alors, la documentation orientée développeur. Ça ne fait pas la documentation utilisateur de votre soft, mais ça va générer la documentation de votre code source. Il y a 2 outils disponibles quand vous installez Antidoc. Un outil qui est accessible via LabVIEW, qui vous permet de générer votre doc. Et puis, il y a toute une API sur laquelle est basé l'outil qui est disponible dans LabVIEW, qui vous permet de faire l'automatisation de cette génération de doc. Un petit historique. Le projet commence à avoir un peu de l'âge. Un premier commit, j'ai regardé du coup pour cette présentation, un premier commit qui date d'août 2019. La première release, juillet 2020. Il y a eu un an entre les premiers pas et la première release. Et depuis, il y a eu moins 16 versions de l'Antidoc, majeures, mineures ou fixes. Et de nombreux contributeurs ont participé à ce projet. Et on a la chance d'en avoir un ici parmi nous qui propose cette présentation. Antidoc, dans LabVIEW, rapidement, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, vous vous installez avec VIPM. Vous avez dans le menu Tools un menu Antidoc, un sous-menu Generate Documentation. Ça ouvre cette boîte de dialogue. Vous configurez, vous appuyez sur Générer la documentation. Et là, normalement, vous allez obtenir un fichier HTML ou un fichier PDF qui va vous donner la documentation de votre code et surtout qui va vous montrer des choses que vous ne voyez pas dans la vue. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur, de vous apporter
des informations en plus. Ici, par exemple, on a un diagramme de classe, mais on va voir qu'en plus de l'héritage, on peut voir déjà dans la bio, il y a tout ce qui est composition, il y a les interfaces. Vous avez, si vous faites du DQMH, si vous utilisez le DQMH, vous avez des diagrammes qui vous présentent les relations entre les modules, les requêtes, les broadcasts, etc. Et ainsi de suite, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent apporter de l'information aux développeurs. Vous avez aussi, je vous disais, une API qui est disponible. Donc, l'outil que j'ai présenté dans la slide précédente, c'est basé sur ces briques-là. Et ces briques-là, par exemple, vous permettent de faire un outil en ligne de commande pour générer votre doc. Par exemple, quand vous faites de la CI, de l'intégration continue, vous pouvez, au moment où vous buildez votre exe, vous faites vos tests, générer la documentation qui correspond à ces tests et à cette version de l'exe. Ça, c'est un outil qui est déjà disponible dans VIPM, en plus d'Antidoc. Vous pouvez l'installer, vous avez déjà la ligne de commande qui vous permet d'appeler Antidoc. Maintenant, les nouveautés. Donc, il y a 5 ans, j'avais fait une présentation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça m'a permis d'aller refaire un petit tour dans l'historique. Je suis allé dans les archives. 2022, c'est une grosse évolution d'Antidoc, c'est la version 2.0. Avant, on a un projet monolithe qui contient tout. À partir de la V2.0, on a un mécanisme d'add-on. Bien, aujourd'hui, on vous présente un nouvel add-on. Donc, vous allez pouvoir sélectionner un add-on. Cet add-on, vous allez pouvoir générer des documents qui sont différents. Vous allez pouvoir configurer la génération de manière différente. Ça, ça va faire vraiment un plus sur la version 2.0. Et le deuxième point hyper important de cette version, c'est que à la sortie de votre génération de documents, vous obtenez directement un PDF ou un HTML. Dans la version 1, vous aviez les fichiers bruts qui sont générés après le parsing du code. Ils sont au format Adobe, c'est du plain text, et il faut, à partir de là, générer le document qui va être lisible par l'utilisateur. Et bien là, voilà, avec cette version, on a vraiment, je clique, j'obtiens un PDF. Bien sûr, en 2022, il y a des add-ons qui ont été introduits. Alors, l'add-on qui était finalement intégré dans le produit Antidoc, en CRD, et c'est l'add-on le plus utilisé, je pense, des downloads sur VIPM, c'est l'add-on qui génère la documentation de votre projet là-dessus. À cet add-on, on a rajouté, donc je vais parler des classes, des modules DQMH, il y a un parsing du case state machine. Voilà. Ça a été installé, j'ai jamais eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé, ça serait bien qu'il y ait quelque chose. Bon, je l'ai codé. Je ne sais pas si c'est réellement utilisé. Moi, je n'utilise pas les GKE State Machine, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, vous avez ici une représentation graphique de votre state machine avec les différents états qu'il y a dans ça. Il y a eu aussi en 2022 l'introduction d'un nouvel add-on, bien sûr, hein, c'est ce qui a poussé au développement du mécanisme add-on. C'est un add-on qui permet de générer la documentation pour les toolkits. Vous faites un toolkit dans VIPM, vous allez pouvoir générer une documentation qui va vous reprendre les différentes palettes de votre toolkit, et pour chaque VI de votre palette, faire la documentation. Si vous avez bien rempli les noms des entrées-sorties, la description du VI, vous avez la documentation qui fait de manière automatique. Et dernier point de 2022, documentation disponible en ligne, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les projets open source développés par Rovalab et maintenus par Rovalab, avec toutes les versions qui ont existé. Si vous n'utilisez pas la dernière version, vous avez quand même accès à la doc qui représente la version que vous utilisez. Ça, bien sûr, c'est généré automatiquement via la CI. Il faut écrire la doc, hein, mais il y a beaucoup de générations automatiques. 2023-2024, bon, il y a eu des fixes, il y a eu des choses comme ça, mais bon, il n'y a pas eu trop d'avancées majeures. Mais l'an dernier, version 3.0, qui, au niveau d'Antidoc, revient complètement sur l'interface utilisateur qui est proposée. Avant,
on lançait Antidoc, on sélectionnait un plugin, on générait, ça sortait. Maintenant, vous rentrez dans l'interface, vous pouvez sélectionner votre plugin, vous pouvez switcher d'add-on. Vous pouvez générer plusieurs fois le même document, générer plusieurs documents dans le même run de l'outil. On a aussi tout un paramétrage général qui n'existait pas, qui vous permet de dire je veux du PDF, je veux de l'HTML, je veux rien, je veux que les fichiers bruts. Je veux customiser un peu la manière dont sont générés les documents finaux via. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, on pourra en discuter si vous voulez savoir un peu plus comment ça se passe en dessous, mais il y a toute une toolchain qui vient transformer des fichiers texte en fichiers PDF et HTML. Donc, il y a un certain nombre de réglages qui peuvent se faire ici. Et ça, c'est valable pour tous les add-ons. On va en profiter pour chaque add-on. Et toujours aussi, pour aider à obtenir un document qui est le plus professionnel possible, on a maintenant une boîte de dialogue qui vous permet de customiser, de personnaliser l'output. Si vous faites de l'HTML, vous pouvez désigner un fichier CSS spécifique qui va personnaliser votre sortie. Et si vous faites du PDF, vous pouvez rajouter un thème spécifique pour avoir vraiment une doc qui ressemble à ce que vous faites, à les couleurs de votre entreprise ou les couleurs de votre client que vous développez pour un client. Côté add-on, sur la view project, il y a une feature vraiment qui est, moi, me tenait à cœur parce que j'en ai besoin. Je suis le premier utilisateur d'Antidoc pour mes clients. Je l'utilise. On génère avec Antidoc de la doc de manière automatique. C'est bien. Ça nous permet de récupérer le travail qui a été fait dans la view directement, pas de refaire des choses. On est bien sur le côté feignant. Je suis assez en accord avec ça. Feignant intelligent. Pas refaire des choses. Mais il y a un moment donné, dans la documentation, on a besoin de pouvoir écrire des choses qui sont spécifiques, de rajouter des images, et ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'intégrer à la vue. Donc, en fait, on peut maintenant, avec la view project, injecter du contenu personnalisé. En gros, si on prend une classe, une lib, un module QMH, ou le projet, je vais juste rajouter un fichier texte qui a le même nom que ma classe, par exemple. L'extension, ce sera Adhoc. Et au moment où Antidoc va venir faire le parsing de mon projet, il va regarder, ah tiens, j'ai une classe. Est-ce que j'ai un fichier texte qui porte le même nom que ma classe avec l'extension .adoc? Si oui, je vais avoir des points d'injection de ce contenu dans mon document. Ici, par exemple, sur cette capture d'écran, on voit que ça, c'est quelque chose qui n'est pas généré par Antidoc, mais qui est intégré dans le code final. Et ça rentre complètement dans le développement. C'est-à-dire, vous développez votre code. Vous savez que vous avez un peu de documentation à écrire. Ça va passer par votre Git, ça va passer par votre CI si vous avez de la CI pour générer votre doc, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un plus pour le process global de documentation. 2-3 petits plus. Pour les personnes qui utilisent des QMH, maintenant vous avez le parsing des helper loops. Voilà. Vous savez, si vous faites du DQMH, ça va être documenté. Pour tout le monde, parsing des bookmarks. Donc, vous avez des bookmarks, vous avez la liste des bookmarks, le contenu, les VI associés. Vous pouvez filtrer, dire je veux que tel type de bookmark ou je ne veux pas. Et il y a la possibilité de changer la description des VI. Chaque fois qu'il y a une description de VI, de base, il y a une description qui est assez minimaliste, qui tient sur 3-4 lignes. Et là, vous avez l'option de dire je veux la description complète avec entrée-sortie, description des entrées-sorties. Et la dernière nouveauté 2025-2026, je vais laisser Pierre parler. C'est la doc du prestand. Alors en effet, une fois qu'il y a Antidoc l'a présenté et qu'en plus il y a une architecture plugin qui permet de venir utiliser des add-ons différents pour générer de la documentation, qu'on sait que Prestand, il y a une API qui permet d'aller lire un petit peu toutes les propriétés de ces fichiers. On se dit, ouais, en fait, ça peut avoir un intérêt. On peut se dire, on va aller lire soit un fichier workspace, soit un fichier .sec.
aller regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans, et puis on va s'appuyer sur l'outil Antidoc qui existe pour aller générer un document, soit en HTML, soit en PDF, avec toujours la même philo, de dire ben, je documente au maximum mon code, et tout ce que j'ai fait dans mon code, j'utilise pour générer ma documentation. Derrière, ça évite d'avoir, quand je fais des itérations, des modifications de mes programmes de test, une doc qui ne suit pas ou avec des incohérences. Alors, les prérequis pour utiliser cet add-on, comme on se base, bien sûr, on génère des choses sur Testament, donc il faut avoir testé sur son PC. Alors, en utilisant Antidoc, donc il faut avoir LabVIEW 2020 ou Antidoc, pardon, installé. Donc l'installation du package, elle se fait via VPN. Et ça se lance de la même manière que les autres add-ons, si vous avez déjà utilisé Antidoc, via Tools Antidoc. Et du coup, je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble. J'ai préparé une petite démo. Est-ce que vous avez bien mon écran côté Teams? Ouais. Du coup, ici, je vous ai ouvert un fichier Workspace que j'utilise pour générer une documentation de test. Dedans, on va retrouver un projet avec un dossier avec 2 chapitres de test, des séquences que j'ai appelées commande 1, commande 2, des fichiers séquences, et ici une séquence chapeau qui est en gros, on va dire, mon programme de test. Et ce programme de test qui va aller appeler mes chapitres qui sont dans des fichiers séquences différents. Ces chapitres, ils vont potentiellement s'appuyer sur du code qui est dans mes fichiers séquences communes qui sont là. Ce qu'on voit, c'est que j'ai essayé de donner des noms aux steps, que j'ai essayé ici de renseigner les commentaires, que j'ai mis ici des requirements qui sont couverts par les séquences. Donc c'est ça, on va dire, le prérequis, c'est documenter au maximum le fichier séquence, enfin les fichiers séquences et workspace, pour que derrière, mais je vais venir ouvrir la view, je vais dans mes outils, Antidoc, générer la documentation. Ici, c'est ce qu'on disait. Alors là, j'ai que la donne testant installée, moi, sur ma veine. Mais on va retrouver ici la donne, par exemple, LabVIEW ou les toolkits. Je viens sélectionner mon fichier Workspace. D'autres infos, les options, je ne rentre pas dans le détail, Olivier vous l'a montré. Et je génère ma doc. Ça, c'est juste un rappel de qu'est-ce que j'ai configuré. Je dis OK. Voilà, ma séquence est assez simple. Enfin, mes séquences sont assez simples. On a quand même peu de steps dedans. Ça peut être un peu plus long sur des séquences fournies. Et derrière, je me retrouve avec un document comme ça. Alors là, j'ai généré que le format HTML. On peut l'avoir aussi en PDF. Où on va retrouver différentes choses. Je vais vous faire j'ai des slides après pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on retrouve. Mais dans l'idée, voilà à quoi ressemble le document, avec des sections qui décrivent chaque élément qu'on a retrouvé dans le workspace. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, en fait, on va partir du plus haut niveau, et puis on va descendre pour aller de plus en plus précis dans nos éléments. Donc on a d'abord le workspace, avec l'ensemble des fichiers qu'on a trouvés, avec leur version. Ça peut être intéressant pour savoir à partir de quel élément de code on a généré la documentation. Que si on a des incohérences, on peut remonter après à un problème. Il y a une version qui a changé ou autre. Avec aussi un graphique. Ça peut être aussi très intéressant. Dans la même logique que ce que disait Olivier tout à l'heure, le but, c'est aussi de montrer des choses qu'on ne voit pas directement dans le code testant. Typiquement, la hiérarchie des appels, on peut le voir via un outil, mais là, on l'a directement intégré dans la documentation. Ça permet d'avoir déjà une vue d'ensemble de comment les éléments s'appellent entre eux. On a une section code module, où on va avoir un graphe qui nous dit que voilà, dans toutes les fichiers .sec qu'il y a dans ce workspace, il y a tant de steps qui appellent du LabVIEW, tant de steps qui appellent du Python. Ça permet aussi d'avoir cette vue d'ensemble. Alors, il y a tous les adapteurs qui sont traités. Là, j'en ai que 3, mais tous les adapteurs sont supportés à ce niveau-là. Ensuite, pour chaque fichier séquence qu'on va retrouver dans le workspace, on va avoir cette vue-là. On va avoir la hiérarchie des appels pour ce fichier .sec. Alors, c'est un peu particulier. En gros, le cadre rouge,
c'est mon fichier.sec, ici, et les blocs qui sont à l'intérieur de ce cadre rouge, c'est les séquences à l'intérieur de ce fichier.sec. Donc comme ça, on peut voir les appels en interne d'un fichier.sec s'il y a des séquences qui s'appellent entre elles. On va aussi pouvoir voir les appels vers des fichiers.sec externes. Là, j'ai décidé de ne pas les représenter éclatés, parce que ça donnait des trucs qui sont complètement aberrants, avec des blocs dans tous les sens, et on perdait un peu l'info essentielle. Après, on a un tableau récapitulatif de toutes les séquences qui sont dans le fichier.sec, avec des callbacks, des modèles callbacks, des engine callbacks, ce genre de choses, le nombre de steps dans chaque séquence, et les prototypes. Et ensuite, pour chacune de ces séquences, on va retrouver la liste des steps avec le champ description qui est directement extrait de la colonne description de tableau de steps, avec intégré aussi le commentaire. Si on veut rajouter de l'info, on peut le faire via un commentaire directement quand on commente le step, c'est intégré à ce niveau-là. Et dernier point, non pas dernier, il y a aussi les variables. Donc là, on peut documenter tout type de variables. On ne le voyait pas dans le document d'avant parce que je l'avais désactivé. Sur mon PC, là, j'ai une version où je peux le désactiver, que je n'ai pas encore livrée et qui est en travail. La version qui est actuellement, si vous l'utilisez, vous allez voir, il y a toutes les variables qui sont documentées. Donc les locales, les stations globales, tout ça, ça vient quand même pas mal polluer le document. Mais c'est faisable. Donc on va retrouver des commentaires qui sur des variables, des paramètres. Ça, c'est à venir. Une version où il y a la possibilité de désactiver ça. Et pour terminer, le dernier point qu'on a dans la doc, c'est un récap de toutes les requirements. Je ne sais pas si vous avez montré. Dans les propriétés des séquences, on peut définir des règles. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Requirement gateway. Oui, à l'époque, je devrais aller traiter ça. Donc j'ai utilisé les mêmes champs. Et voilà, ce que je génère à partir de ça, c'est ce tableau avec la liste des règles et où est-ce qu'ils sont implémentés. Enfin, ça peut être aussi. À savoir que si on ne remplit pas les règles, ce chapitre il n'est pas généré. Est-ce que ça liste tous les noms de VI, Python, C que tu pourrais mettre dans tes appels de séquence? Il n'y a pas un récapitulatif qui est fait, mais c'est une bonne idée. Tu vas le voir, ici. Tu as un step ici qui appelle du code Python. Tu vas voir call telle fonction Python dans telle librairie. Okay. C'est dans le tableau, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un récap peut-être au début avec la liste de tous les codes modules et toutes les fonctions qui sont appelées. Aujourd'hui, c'est pas fait. Donc voilà. Pour conclure. Vas-y. Ouais. Là, je sais pas si tu voulais voir la question ou si tu voulais finir avant. Vas-y. Ok. Donc pour conclure, un premier truc, c'est que le projet il est open source. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a des gens qui l'avaient vu passer, et qui vont peut-être essayer de l'utiliser dans la salle ou pas. Ouais. Est-ce que ça a marché ou pas? Non, parce que moi je l'ai utilisé. Ça n'a pas marché. Je l'ai utilisé sur des séquences un peu velues, ça n'a pas marché. Donc je me dis, ça peut être intéressant d'avoir des retours aussi. J'ai testé Standifier sur un module DQMH. Ouais. Et après, je l'ai utilisé pour documenter effectivement la séquence. Ça a très bien marché. Par contre, effectivement, l'aspect variable, je trouve c'est vachement lourd. Ouais. Très très lourd. C'est ce qui est un peu en trop pour nous. C'est mon avis. Hein. Je suis en train de travailler pour l'anglais. Et après, c'est intéressant, effectivement, de permettre de notion. Surtout qu'à travers Testandifier, vu que ça reporte toute la documentation des LV, etc., directement pour Testant, okay. Ça marche bien. Ça va bien fonctionner. Alors, je rebondis sur le fait que c'est un projet open source. Il y a des outils pour communiquer avec les développeurs, les contributeurs, etc. Plus globalement, il ne faut pas hésiter à, voilà, typiquement, bah ouais, les variables, c'est un peu lourd. Faire le retour à
Ouais, j'ai mis quelques liens à la fin. C'est vrai qu'il y a via le site de Wovalab, on trouve un peu les liens pour des chats qui sont sur ces sujets-là, si jamais il y a des retours que vous voulez faire ou si vous voulez contribuer, ça peut être intéressant. Et c'est justement grâce à cet écosystème open source, au final, le projet, il a pu aller au bout. Et là, je vais faire un petit récap de comment ça s'est passé, parce que c'est intéressant. En fait, le projet, il démarre après une GDEFCON. C'est Léa Edwards qui démarre le projet en janvier 2023, après des discussions en disant, ben ouais, c'est intéressant, on va le faire. Et elle démarre le dev assez activement. Et en fait, elle s'arrête en septembre 2023. Et après, pendant une longue période, il n'y a plus rien. Le projet, il n'est pas arrivé au bout. Elle a fait une grosse partie du taf, mais ça n'a pas été au bout. Et là, moi, à ce moment-là, je découvre le projet. Je me dis, ben, ça fait un moment que j'ai envie de participer à un projet open source. Je ne l'ai jamais fait. Tu commentes sur Zolip, qui est Je regarde les liens, je me documente un peu pour voir où ça en est, et je vois qu'il y a un chat. Je me dis, ben, allez, je mets un petit message, et je vais voir est-ce que ça marche. Et à partir de là, je reprends le développement là où il en est. J'échange avec Léa, qui a fait une grosse partie du taf avant, qui me donne les infos qui me manquent pour terminer. Et comme l'écosystème est quand même mature, qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau CI, qu'Olivier, il arrive, il génère la version à la fin et la release en septembre 2025, on arrive avec un truc fini à ce moment. Et si vraiment ce projet n'avait pas été open source comme ça, je pense qu'il n'aurait peut-être pas été au bout parce que Léa aurait probablement pas retravaillé dessus. ça, en conclusion, si vous voulez utiliser l'add-on de Pierre, vous allez dans VIPM, Antidoc, il y a un package. Avec ça, vous avez tout, mais vous n'avez rien. Il faut installer un ou plusieurs add-ons. Et vous avez, si jamais vous avez la CI, vous pouvez automatiser cette génération. Vous avez ce package qui permet de lancer la génération via la ligne de commande. Et sur le site web de la doc, pas le site web de Wovalab, le site web de la doc des projets open source, vous retrouvez la documentation de tous ces packages. Et vous voyez, la donne de Pierre, il a que 162 downloads. Ce soir, vous le downloadez, même si vous ne pouvez pas. Non, après, moi j'ai tout à fait. Et puis, si vous avez bien aimé la donne, vous n'hésitez pas à lui mettre une petite étoile sur VIPM. Ça fait toujours plaisir de faire sur les groupes aussi. Ça me fera plaisir aussi. Si vous aimez. Voilà. Quelques liens, si jamais ça vous intéresse, d'aller regarder. Et est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Déjà, merci pour la présentation et d'avoir fait le déplacement pour la présentation. D'avoir un nouveau présentateur, c'est super cool. Et moi, avant de faire le planning, j'avais pas vu ce toolkit. Et effectivement, on utilise Teston chez nous et je pense qu'il y a déjà pour moi, j'ai un effort de documentation à faire. Et donc, je me dis que ça peut être un très bon outil. En particulier, on passe d'un service à l'autre. Donc, finalement, d'avoir des outils normalisés de documentation peut être très bonne chose. J'ai vu dans la documentation un truc justement sur les variables. Alors, j'ai deux questions. Sur les variables, il y a un truc que je trouve qui est bien. Il y a les propriétés affichées parce qu'en fait, dans tes stands, pour ceux qui n'en ont jamais fait, il n'y a jamais qu'une façon de faire. Pour faire une boucle, on peut le faire sur un step avec plein de trucs, avec des goto, avec des for. Donc, suivant, si on a envie de faire du monoligne et faire une tonne de code en une seule ligne, on peut. Ou si on veut éclater ça, on peut aussi. Et on peut cacher des choses dans des propriétés qui vont avoir un comportement très différent sur les variables, chose qu'on ne peut pas vraiment faire en LabVIEW. Et ça, c'est des trucs où on dit « Ah oui, mais tu n'as pas mis tes propriétés ». Je vois que tu le mets, ça, je pense, c'est sur les flags, c'est hyper important. La question que je me posais aussi, est-ce que c'est pensé, pas prévu, vous n'y avez pas pensé, et je pourrais peut-être filer un coup de main sur le projet, tout ce qui est data types de testant, parce qu'en fait, pour une même version de séquence, si les data types sont changés, je peux avoir des résultats différents. Et pareil pour les step types, ça aussi, s'il y a des choses là-dessus qui sont faites en particulier ou pas. Alors, non, mais c'est une très bonne idée. J'ai toujours été partisan de livrons c'est ce qu'on a eu, je pense, en échange, livrons une première version
pour avoir des chiffres. C'est pas la version parfaite, elle va s'améliorer, mais au moins vous avez de quoi discuter sur tout ça. Non, mais typiquement, pour les gens qui ont déjà fait du testant, voir la vision des séquences, alors c'est possible, et c'est comme le view via hiérarchie dans la view. Comme elle n'est pas navigable, ça sert à pas grand-chose, mais du coup, automatiser ça, c'est pas mal, mais j'avoue, je jetterai un coup d'œil. Sur la documentation, c'est utile, tu parlais entre services. C'est aussi hyper utile, alors, testant des projets d'autres, pour faire des code review. Enfin, ça, c'est avec ce que. Alors, je ne sais pas trop pour testant, je n'ai pas cette expérience-là. Je sais que notamment sur les projets là-dessus, des fois, en regardant une documentation, alors, sur des projets des QMatch, typiquement, on peut déjà dire oh, il y a des trucs, il y a des trucs. Et ça, c'est vraiment aussi un plus pour générer. Il y a vraiment ces deux usages, la documentation pour comprendre et la documentation pour faire de la code review. Moi, j'ai une question. Sur Testand, on a développé des outils, des wizards qui sont appelés par les tools, ou tout du moins tout ce qui est externe aux séquences. Pour des raisons de runtime et de chargement des fonctions, on a tendance à les mettre en pack library. Et du coup, là, il faut switcher sur la view. Est-ce que ça sera éventuellement de pouvoir le faire depuis Testand, parce que si je fais pas de la view, j'ai peut-être envie de ma doc aussi. C'est un truc auquel j'ai. Est-ce que Antidoc On n'a pas discuté encore. déjà sous pack librairie ou pas Alors, une pack librairie, elle va pouvoir être documentée. Non, je veux dire, c'est ton outil, le moteur qu'il y a Pas derrière. avoir besoin de la vue développement pour générer. Ah, Ouais, la question c'est peut-être générer directement depuis testant. Par exemple, quand il y a un extrait de Antidoc, En fait, je te vois aller chercher la vue pour documenter le testant. Oui, c'est un peu. Mais je comprends complètement parce que Bah oui. la chain, elle est basée sur la vue, sur les ressources, etc. Exactement. Le fil se fait en même temps. Comment je fais pour prendre tout ça, Voilà. le packager, le rendre autonome et pouvoir charger directement et là, c'est un truc logique, mais pour l'instant, ça en est là. Oui, bah oui. Il faudrait voir. pour l'instant, il y a open source et c'est du temps qui est pris. vu d'ici, c'est pas un morceau marrant, je pense. Dans le chat, il y a une question pour toi qui serait sur que fait la documentation de l'helper loop des QMH. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Alors, sur un module donné, on va aller voir s'il y a des helper loops. Donc, un module DQMatch, c'est de base 2 loops, une EHL, une MHL. Et après, on peut rajouter des boucles en parallèle. C'est ce qu'on appelle les helper loops. On va détecter ces boucles while qui sont en plus des 2 boucles classiques. Et là, on va, en fonction de la manière dont elles ont été créées, si elles ont été créées de manière automatique par l'outil ou ça a été fait de manière manuelle parce qu'on l'utilisait depuis longtemps, on va essayer de donner un maximum d'informations, le cadencement, les différentes actions qui sont faites par les helper loops, ces choses-là. Okay. Et sur le chat, pour finir, c'est une question de Sébastien, mais qui a trouvé la réponse, mais c'est intéressant de le dire, c'est qu'il disait que l'utilisation des workspace testants était recommandée, mais reste optionnelle. Il demandait si on était obligé de l'utiliser pour utiliser la DAN. Et a priori, il a trouvé dans la doc qu'il n'est pas obligé d'utiliser les workspace. Ça. On peut générer en pointant en entrée sur un fichier .sec. Et du coup, ce qui va être documenté, c'est le fichier .sec et tous les fichiers directement appelés par ce fichier .sec. Et Sébastien a trouvé ça dans la documentation. C'est un travail aussi qu'a fait Pierre de mettre à jour la documentation, d'écrire la documentation, il n'y avait rien, pour qu'elle soit intégrée dans le site. Merci pour cette contribution, parce que c'est une contribution qui est une contribution importante à un projet open source. Des contributions plus petites que ça. Est-ce qu'il est envisageable avec l'outil testant en même temps de générer les docs pour les potentiels VI appelés dans testant, et comme ça on génère vraiment tout jusqu'au VI en un seul appel. Je vois l'idée. Après, là, tel que c'est fait, non.
tout est possible. Mais là, je pense que ça vaut plus le coup de générer deux docs différents. Ouais, peut-être de générer deux docs différentes, mais bien en une seule action utilisateur. Je veux générer ma doc, je coche l'option de générer la doc pour les BI, et du coup, ça fait code module. Je sais pas. Pour la tonne des codes modules, Oui, les arguments, c'est très gentil. Et du coup, au lieu d'aller faire chaque module et générer la doc, ah oui, ok. Et après, tu fais tous les adapteurs. Non, parce que Alors, moi, je ne suis pas développeur testant, donc j'ai très peu d'expérience là-dessus. Il y a un truc sur la documentation que je trouve pas forcément très utile, c'est de documenter un VI comme ça. Si tu as un module qui communique avec un autre module, si tu as des classes, si tu as une hiérarchie, tout ça, ça apporte de l'info. Juste un VI, voilà, si ton step type s'appelle mesure, ou enfin, je sais pas quoi. ouais, au final, Donc, des fois, tu as déjà l'info qui est. Ok. Enfin, si tu veux aller vraiment plus loin, le code, je sais pas. Je pense, pour rejoindre ce que tu dis, après, il y a différentes philosophies d'approche dans tes stands. Il y a ceux qui sont fans de la view et qui font un gros VI la view, puis un jour on leur dit il faut que ce soit dans tes stands, donc ils prennent leur VI, ils le mettent, et leur séquence, c'est un code module. C'est pas le main. Je l'ai vu. 15 minutes de chargement du module. Et après, il y a d'autres. Par exemple, moi, je sais que la philosophie que j'ai essayé de mettre en place pour le code qu'on fait ici, c'est tout ce qu'on peut faire en testant, on le fait en testant. Parce que tout ce qu'on va mettre dans tes stands, on va pouvoir tirer bénéfice du séquenceur testant, des outils de debug de testant, et tout ce que je mets dans un code module, si à la fin je suis en exé, eh ben, je ne peux plus le débugger. Donc, mon code module, plus il est simple, donc send commande, receive commande. Je ne me pose pas de questions en fait sur sa documentation, quasiment il est auto-documenté parce qu'il est une fonction très très simple. Si je commence à avoir la vraie question, par exemple, ça peut être de mettre une boucle à l'intérieur une boucle while à l'intérieur d'un code module, la view. Ouais, on fait ce qu'on veut, mais je suis pas fan. Alors, sauf si on a des contraintes de performance, généralement. Mais il faut trouver le bon équilibre. Et effectivement, je pense que cet outil-là, entre guillemets, en restant focalisé sur la partie testante, va plutôt pousser à avoir une bonne pratique testante. Et les codes modules, si on les a tous dans un seul projet, éventuellement, on déclenche. Il y a des passerelles à faire. On peut imaginer lister tous les projets des codes modules et dire à la fin, est-ce que tu veux générer les docs des N projets. Mais je rejoins l'idée, effectivement, plus on développe côté testant, plus la documentation sera parlante. Et si effectivement la documentation n'est pas claire, j'imagine avec cet outil-là, c'est que le découpage testant versus les codes modules est peut-être à repenser. C'est mon point de vue. Mais Et ça vient, je dirais, ajouter à la doc, elle te sert à faire un code review aussi. C'est-à-dire, si ta doc, finalement, si on part du postulat que la DOS est bien développée et génère une doc pertinente, si la doc que tu obtiens, elle te semble plus pertinente, bon, il peut y avoir des problèmes dans la donne, mais il peut y avoir aussi des problèmes dans ton architecture, dans ton code. Et un des gros risques avec la génération automatique de doc, c'est juste de faire de la page de doc. En fait. Ouais, sur des gros projets, j'arrive à 400, 500 pages PDF. L'objectif, c'est pas ça. Hein. C'est pas de sortir un document comme ça. C'est que dans ces 500, 600 pages, je puisse trouver l'information qui est pertinente et qui m'aide soit à débugger, soit à expliquer ce que fait le code ou les séquences testantes. Donc, c'est vraiment un focus qu'il faut avoir quand on pense à des nouvelles fonctionnalités à développer, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter. Surtout, voilà, c'est du temps de développement. Et comme je disais pour les GK State Machines, j'ai eu plein. 3, 4, 5 demandes, est-ce qu'on pourrait pas? Et quand je l'ai développé, j'ai eu un demi-retour. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc voilà. Il faut que ça apporte de la valeur ajoutée, en fait, la documentation. C'est pas juste faire une doc, tiens, j'ai fait la doc. J'appuie sur un bouton, j'ai 600 pages qui ne font jamais fait. En tout cas, c'est l'objectif, c'est l'esprit. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bien retranscrit dans la donne. D'après ce que je comprends, c'est chouette. Pour venir de la bio et avoir fait du testant plus tard, je trouve que la vue d'ensemble en testant est plus difficile à voir que sur un code la bio et ce genre de truc, faire directement peut faire du bien.